Il vient du plus profond de l'obscurité. Il se déplace en silence. Vous ne le voyez pas arriver. Il est le plus ancien des prédateurs du règne animal. Il vous repère à des kilomètres. Son regard est vide de toute expression. Et quand vous savez enfin qu'il est là, il est déjà trop tard. Aujourd'hui, Persistance rétinienne vous parle du requin, le prédateur ultime, et de ses représentations à l'écran. Tous les écrans, le grand, le petit, et celui qui vous fait lâcher votre manette dans un sursaut de trouille. Apparu sur Terre avant même les dinosaures, il y a 400 millions d'années, le requin a longtemps été une énigme pour l'homme. Il a longtemps fallu se contenter des histoires racontées par les marins pour en avoir une idée. Entre la rapidité des attaques, l'exagération des rescapés, les connaissances limitées du monde sous-marin et les légendes en circulation, le requin est resté pendant longtemps un fantasme imprécis, mélangeant plusieurs créatures effrayantes en une seule et même entité composite. Le mot requin a aussi une étymologie plutôt floue. Il semblerait néanmoins que son nom vienne de quin, quien, cuyan, xian. Ah, le chien. Voilà, le chien des mers, en raison de sa mâchoire puissante et de son flair exceptionnel. Et certains voient dans le mot complet requin une intéressante correspondance avec le mot requiem, cette musique de messe jouée avant les enterrements. Pas tellement la peine d'expliquer pourquoi. Les naturalistes font peu à peu perdre son aspect de monstre marin au requin au XVIIIe siècle, avec leurs études de plus en plus précises. Mais c'est surtout quand les moyens d'observation du monde marin deviennent plus efficaces que la figure du requin se précise aux yeux du monde. L'animal est mieux compris, il commence à être photographié, filmé et étudié. Son mode de fonctionnement reste cependant obscur et sa réputation reste désastreuse auprès des marins. C'est d'ailleurs pas parti pour s'arranger tout de suite. Du côté du cinéma, le requin est déjà présent depuis plusieurs décennies, notamment chez Murnau ou Howard Hawks au début des années 30. Il est souvent là en tant qu'épreuve à surmonter pour des héros aux prises avec des aventures exotiques. Il faudra attendre les années 70 pour le voir devenir le personnage principal, et ainsi voir naître ce fameux sous-genre, le film de requin. 5 ans après le Shark de Samuel Fuller, c'est au tour d'un jeune réalisateur de reprendre les rênes d'un projet du genre. En s'inspirant du livre de Peter Benchley, Spielberg fait fort avec son blockbuster inattendu, Les Dents de la Mer. Directement après sa sortie, au début de l'été 75, une vague de paranoïa balaye l'Amérique, puis peu de temps après, le monde. Toi-même devant ton écran, tu sais bien combien de temps il t'a fallu pour pouvoir te rebaigner dans la mer après avoir vu ce film. Ah, then you hear that terrible high-pitched screaming. The ocean turns red. In spite of all the pounding and the hollering, they all come in, they rip you to pieces. La mode du requin lancée par Spielberg dans les années 70 va engendrer une cascade diluvienne de suites, de copies, de séries B. Chacun souhaite ajouter sa pierre à l'édifice, des Italiens à Bollywood, et le phénomène passionne jusqu'à s'essouffler progressivement vers le milieu des années 80. À partir de là, le requin se fait plus discret. Il retourne à son rôle précédent d'élément secondaire et ne sert plus que d'accessoire à un cinéma qui s'en détourne peu à peu. Ce n'est qu'à l'aube des années 2000 qu'il refera son apparition, mais on y reviendra tout à l'heure. Le requin n'a jamais vraiment eu les faveurs du public. It's all right, I understand. Why trust a shark, right? Il est rare que le requin soit vu autrement qu'en créature infernale qui vient vous happer et vous entraîner vers les profondeurs. It was too good to last. Sharks. C'est d'une part son aspect physique qui fascine et horrifie. Sa capacité à sentir la moindre goutte de sang à plusieurs kilomètres à la ronde, qui en fait un chasseur aussi implacable. Le fait qu'il existe depuis plusieurs millions d'années a forcément aussi sur notre inconscient un impact. Ce n'est pas pour rien si sa forme aérodynamique a inspiré des avions et des bombes.
Mais c'est peut-être son environnement en lui-même qui donne cette force à l'image du requin. L'homme a beau se sentir comme un poisson dans l'eau, il est bien obligé d'admettre que l'eau n'est pas son élément à lui, et que même en tant que poisson dans l'eau, il faut bien qu'il s'attende à un moment ou à un autre à ce qu'un plus gros poisson vienne le croquer. Et ce monde sous-marin, vers lequel le requin l'entraîne, cet univers si mystérieux où s'évanouissent le son et la lumière, n'est définitivement pas le sien. Hey, are you all right? Ah, man, I told you. I'm doing it. X circle, X, double left, square, right, trigger down, square, square. Oh, double square. Respect. Respect. Du côté des jeux vidéo, le requin est aussi très présent, mais le danger n'est pas aussi grand pour les joueurs que pour les spectateurs. Le requin est souvent utilisé pour donner des limites au terrain de jeu du joueur, comme dans Terraria ou dans le 3e Far Cry. Le requin est un danger récurrent, mais rarement mortel au premier contact. Il est surtout là pour ajouter un stress à une situation déjà délicate, ou de temps à autre, en tant que boss de fin de niveau, cas où il est relativement plus meurtrier. Dans le 4e Assassin's Creed, notre personnage de pirate en croisera régulièrement lors de ses échappées sous-marines, mais il aura aussi la possibilité de les pêcher, ou plutôt de les chasser, mais avec les moyens de l'époque, à savoir 1715, donnant aux joueurs l'occasion de vivre quelques confrontations assez musclées avec la bestiole. La mort n'ayant pas le même impact dans les jeux vidéo que dans les fictions fermées, il est assez logique que l'on y croise surtout des requins moins punitifs que dans les films. Come closer. Yes, what is it? I'm so cold. That's just because we're cold-blooded. Ow! Dont la présence ne fera souvent que retarder le joueur dans sa progression. Mais qu'y aurait-il de plus drôle que de tenter d'échapper à un requin affamé? Tout simplement être ce requin affamé, évidemment. Enchaîner les victimes dans la peau du prédateur lui-même. Qu'il l'incarne à tour de rôle pour attaquer ses amis online, qu'il se lance en solo dans un ironique jeu de massacre touristique, ou qu'il se contente juste de tout avaler sur son passage, le joueur se sent forcément plus à l'aise dans la peau du mastodonte des mers. Non seulement ressentir de l'attachement à la figure du requin est permis, mais c'est même parfois récompensé, comme dans Indiana Jones et la tombe de l'empereur, où le joueur qui choisira de laisser le requin en vie, au lieu de le tuer, pourra ensuite le contrôler. We're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. First, we're going to seal off this. À l'écran, le requin est aussi parfois l'objet de l'affection des personnages. You touched us all with your expressionless face. L'humour, principalement, permet de voir le requin autrement, de manière plus réfléchie, tout en jouant avec tout l'imaginaire sanguinaire qu'il véhicule, rejoignant ainsi les théories modernes qui vont dans le sens de la compréhension et de la protection du requin, et qui remplacent peu à peu les appels primaires à l'éradication pure et simple. Parmi les célèbres chasseurs de requins, nombreux sont ceux à les avoir par la suite défendus. On peut citer Frank Mundus, le pêcheur qui a inspiré le personnage de Quint des Dents de la Mer, mais aussi le commandant Cousteau, qui après avoir passé de longues années à les massacrer joyeusement avec ses copains, finit par prendre conscience de leur rôle au sein des océans. Nobody knew anything about sharks. Peter Benchley lui-même, l'auteur des Dents de la Mer, va rapidement faire part de ses regrets et soutenir la thèse selon laquelle le requin n'attaque pas l'homme volontairement. Il confond juste les hommes avec souvent des poissons, des tortues ou autres otaries, mais ne peut savoir à quoi il a affaire avant d'en avoir croqué un bout, histoire de voir. Ça n'empêche pas certaines victimes de continuer à prendre leur défense, même après que ça leur ait coûté un bras. Yo, Sharp, something's wrong. You used the wrong kind of water. What the hell, Al? No, it's fine, Chris. They're supposed to lie at the bottom of the tank. It's just their way of, how you say, settling into their environment. Well, screw me on this, okay? On commence à comprendre que les requins sont en réalité beaucoup plus mis en danger par l'homme que l'inverse. Voire même qu'en éliminant les requins des fonds marins, l'homme se met lui-même en danger en bousillant complètement l'écosystème dont le squale est un maillon essentiel. On parle finalement plus de la barbarie de l'homme que de celle du requin, dont les attaques font bien moins de victimes que celles, par exemple, des ours ou des chiens, ou même tout simplement des hommes entre eux. L'homme est un loup pour l'homme, mais on peut aussi se pencher sur ces hommes qui sont des requins pour l'homme. Ces prédateurs solitaires qui ne tuent pas par plaisir, perversion ou vengeance, mais juste parce que c'est dans leur nature, que leur environnement a fait d'eux ce qu'ils sont et qu'ils ne font qu'obéir à une loi qui les dépasse, qu'il ne leur viendrait pas à l'idée de remettre en question. Why can't you wash off blood? Because you can't.
And the police know it. Les requins de la finance ou d'Hollywood sont de sacrés prédateurs dans leur genre, pas forcément nourris par la haine ou le besoin de revanche, mais simplement par le besoin de rester au sommet de la chaîne alimentaire économique dont ils font partie. C'est ce qui leur donne ce côté si glacial et désincarné, de Gordon Gekko à Patrick Bateman. On le sait depuis longtemps, le méchant fascine toujours plus que le gentil, et ça, le cinéma et les séries l'ont compris. There is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me, only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there. Les personnages sans scrupules, froids, calculateurs et dénués de toute émotion ou sentiment humain vont peu à peu prendre de plus en plus de place dans les fictions, notamment à la télévision. Les années 90 n'étaient peut-être pas prêtes à accepter ce gros sociopathe de Jim Profit, mais les années 2000 auront au moins eu droit à 2 bonnes saisons avec Dexter Morgan, et les années 2010 se délectent unanimement des horreurs proférées et commises par Frank Underwood. I'm going to roll my window up, then I'm going to drive away, and you're going to go home to your daughter. And every few years, you're going to look at her face and know that you're alive because you chose not to go down a certain road on a certain night. That you chose to walk into the light instead of into the darkness. Et on pourrait citer d'autres exemples, et pas uniquement des personnages principaux. La télévision a peut-être mis un peu de temps, ou est-ce le public qui a dû passer par quelques paliers de décompression, mais elle a finalement vu l'intérêt que représentaient ces figures glacées et glaçantes, prêtes au meurtre pour conserver ou gagner leur pouvoir de domination. Surtout quand le format épisodique permet d'étirer suffisamment le récit pour pouvoir décrire ce qui motive ces personnages et leur donner une identité, souvent étroitement liée à un traumatisme d'enfance, qui va si ce n'est justifier, en tout cas expliquer le pourquoi du monstre qu'ils sont devenus. Desist and leave the swimming area now, mister! Au cinéma, la courte durée des fictions est moins pratique pour décortiquer des personnages aussi complexes. On y voit donc plus souvent des héros qui sont soit le produit de l'environnement particulièrement hostile dans lequel ils évoluent, ou sont tout simplement présentés directement en tant que prédateurs, sans qu'aucune explication particulière ne soit donnée. En empêchant le spectateur d'accéder à l'histoire personnelle de ces personnages déjà flippants, les auteurs renforcent considérablement la peur qu'ils inspirent, en rendant impossible l'empathie du public. Mais revenons un peu à nos poissons. On en parlait juste avant, au début des années 2000, des boîtes de production spécialisées dans les sorties directes en DVD voient dans l'aileron du requin une manne peu coûteuse et plutôt lucrative et emballent des sagas burlesques assez pénibles hors du format bande-annonce, comme la trilogie des Shark Attack de New Image ou les nombreux méga sharks d'Asylum. Pour imaginer les concepts des films, c'est très simple, 2 idées. La première, déplacer le requin de son environnement habituel. La deuxième, modifier son apparence. Pour ce qui est du premier concept, il semble ne pas y avoir de limite. Les requins vont se mettre à arpenter les marécages pendant les RTT des alligators dans Swamp Shark, le sable des plages dans Sand Shark, la neige dans Avalanche Shark, les airs quand ils sont transportés par une tornade comme dans les Sharknado, ou même profiter d'un tsunami pour aller au supermarché comme dans le film australien Bait. Au cas où vous ne le sauriez pas, les requins ne remontent pas sur les plages, donc tant qu'on reste hors de l'eau, il n'y a pas de danger. Allez, au boulot. Il n'y a pas de raison de flipper, non? En ce qui concerne le deuxième concept, tout est permis également, du requin fantôme au requin pieuvre, en passant par le requin à 2 têtes ou le requin mécanique, toutes les mutations les plus improbables sont bonnes à prendre. Ce nouveau courant, plus anecdotique que véritable lame de fond, à défaut de faire peur, a le mérite de faire rire. À l'opposé du parangon sobre et subtil de l'angoisse qu'avait offert Spielberg, ces petits films popcorn aux petites ambitions et aux petits moyens choisissent de miser peu pour gagner juste un peu plus. Ils ne semblent pas encore prêts à enfanter le Jaws du XXIe siècle.
mais ils ont un effet secondaire assez amusant et même plutôt intéressant au niveau de l'histoire des représentations, en cela qu'ils ramènent le requin à son image protéiforme d'antan et redonnent à ce prédateur son look ancestral de grand monstre marin indéfini qu'il occupait jadis dans l'imaginaire collectif. Ce serait par ailleurs se tromper que de penser que l'intégralité des films de requins actuels n'est qu'un océan de bousasse plus ou moins supportable. Au milieu de cette marée de médiocrité, on trouve encore de temps en temps quelques perles qui ne misent ni sur leur scénario, ni sur leurs effets spéciaux, mais tentent habilement de faire ressurgir la peur et l'impuissance de l'homme face à la créature des océans, uniquement grâce à une mise en image intelligente. Open Water et The Reef en sont de bons exemples. Entre le requin qui nous guette sous la surface de l'eau et celui qui sommeille en chacun de nous, difficile de dire celui qu'il faut craindre le plus. Le mieux reste peut-être de garder ses distances avec les mâchoires des deux et espérer qu'un jour l'harmonie soit possible. Mais soyons honnêtes, c'est quand même mal barré.